Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h20, vous êtes bien sur Good Morning Business, nous sommes bien le 1er novembre, vous êtes sur RMC Découverte et BFM Business. Et notre invité, c'est Olivier Ducatillon, le président de l'Union des industries textiles. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis le nord de la France, berceau de cette industrie textile qui regroupe 2200 entreprises, 62 000 salariés qui sont aujourd'hui menacés par la flambée des coûts de l'énergie. Mais je ne savais pas que vous étiez une industrie énergivore, Olivier Ducatillon. Expliquez-nous. Bonjour à tous. Oui, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, dans l'inconscient collectif, le textile n'est pas forcément associé à un profil énergivore et consommateur de beaucoup d'énergie. Mais le textile, vous le retrouvez partout. C'est une chaîne de valeur qui commence donc à la matière pour finir au produit fini. Et aujourd'hui, il y a des maillons plus sensibles que d'autres. Et toute notre activité de tissage, de tricotage et d'ennoblissement, c'est un mot qui peut apparaître barbare. Ennoblissement, c'est qui fait que c'est qu'aujourd'hui, je porte, comme nous l'a conseillé notre ministre de l'économie et des finances, un pull à col roulé avec de la laine française tricotée en France. Mais il est bleu, il est doux parce qu'il a été ennobli. Il a été coloré, il a pu bénéficier de cette teinture et de ce savoir-faire encore présent en France. Et Olivier Ducatillon, ce que vous dites, c'est que cette énergie qui est, cette industrie qui est très énergivore, cette partie de l'industrie, l'ennoblissement, n'est pas pris en compte dans les dernières mesures mises en place par le gouvernement pour tenter de limiter la hausse de la facture énergétique. Il y a des trous dans la raquette. C'est ce que vous nous dites ce matin. Clairement, il y a des trous dans la raquette. Aujourd'hui, on peut saluer le plan qui a été mis en place. On n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur tout ce qui fait. Il y a des choses qui sont faites, il y a des efforts. Mais aujourd'hui, on s'est occupé des PME dans une certaine mesure parce que le bouclier qui est mis en place est loin de faire l'unanimité. Et par rapport à nos voisins, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, qui arrivent à payer leur électricité à moins de 200 €. Et nous, on va être à 325 en moyenne. Vous voyez bien la distorsion de concurrence. Quand on connaît notre autonomie via l'énergie nucléaire, effectivement, on peut s'en émouvoir. Pour le gaz, rien n'est fait. Donc finalement, beaucoup plus de questions que de réponses. On salue ce qui est fait, mais rien n'est fait pour le gaz. Au début de la crise, en mars-avril, quand on a commencé à alerter les pouvoirs publics, on disait, vous vous rendez compte, l'énergie va devenir plus important, va représenter 40% du prix de revient. Aujourd'hui, on raisonne en pourcentage de chiffre d'affaires et aujourd'hui, on a de nombreux cas où l'énergie devient un poste supérieur à la masse salariale. Donc, on est bien dans un phénomène de survie, on est dans un problème de survie et notamment ces ennoblisseurs, ces teinturiers, mais les tisseurs et les tricoteurs également, voient leur facture d'énergie multipliée par 5, 6, voire jusqu'à 10. Et aujourd'hui, ce n'est pas soutenable. On arrive à une situation où on dit quand on double, on est content. Quand on arrive à doubler notre facture, on se dit bon, on s'en sort pas trop mal et on va pouvoir répercuter à nos clients. Mais eux-mêmes vont se retrouver dans la même situation. Donc la situation est vraiment insoutenable. Est-ce que vous avez des exemples, Olivier Ducatillon, au sein de vos adhérents, d'entreprises qui vont devoir arrêter les lignes de production parce qu'elles n'y arrivent pas compte tenu des coûts des matières premières? On a beaucoup parlé de Duralex. À partir d'aujourd'hui, il met ses salariés en chômage partiel. On sera avec le président de Duralex demain matin. Est-ce que dans votre industrie, il y a des cas similaires? Alors, on n'a pas des cas où il y a un arrêt total pour l'instant, mais un arrêt qui va se profiler dès janvier 2023. Il faut savoir que bon nombre d'entreprises ont encore des contrats qui courent jusqu'à 2022. Certains non, certains ont déjà eu les répercussions immédiates depuis juillet dernier. Et en fait, on a déjà depuis avril des arrêts temporaires, des gens qui ont repris les vacances une semaine ou 15 jours plus tard, qui ne travaillent plus que 3 jours par semaine, qui travaillent la nuit plutôt que travailler le jour. Ça, je peux vous dire qu'on en a partout dans tous les secteurs dans la chaîne de valeur. Et c'est vraiment très préoccupant. Mais bon nombre nous ont déjà alertés en disant si rien n'est fait, si on ne trouve pas de solution, et j'insiste, on a mis en valeur le plan sur l'électricité qui est une mesure moyenne, on va dire, mi-figue, mi-raisin, mais sur le gaz, il n'y a rien. Et pour les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, il n'y a rien non plus. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui, certes, ont déjà commencé à arrêter, mais qui prévoient bien pire, et d'autres qui sont vraiment très inquiètes sur leur survie. Encore une fois, je me répète, parce que c'est vraiment, il faut une prise de conscience. Aujourd'hui, le textile est partout, et si le textile, demain, s'il n'y a plus d'ennoblisseurs, il n'y a plus de tisseurs, tricoteurs,
on nous parle de souveraineté industrielle, mais on en est loin. Le textile est dans la défense, et dans le sport, et dans la médecine, et dans les textiles techniques. Et aujourd'hui, tout ça, ça peut être remis en cause par le fait que certains maillons sont clairement en difficulté. Olivier Ducatillon, est-ce qu'il faut craindre des faillites en série dans le secteur textile l'année prochaine, selon vous ? Si rien n'est fait, je le dis clairement, je l'annonce clairement, avec l'impact de la facture de gaz, parce qu'encore une fois, pour l'instant, on ne voit pas le début d'une solution pour réduire les factures de gaz. Quand vous avez une facture de gaz qui va être multipliée par 10, aujourd'hui, il est clair que ces sociétés-là vont droit dans le mur et il y a un vrai risque de faillite. Le deuxième risque qu'on a, on a déjà des gens, un tissage très important qui vient d'investir 100 millions d'euros avec le plan de relance en France pour relocaliser, pour développer l'industrie et la production en France. Aujourd'hui, les actionnaires étrangers de cette société, donc qui avaient créé des emplois en France, est en train de reconsidérer cet investissement pour aller le mettre au Portugal et pour faire de l'usine flambant neuve avec 200 personnes qui avaient été embauchées, un centre logistique. Ça doit interpeller, ça doit poser question. Vous parlez de quelle entreprise exactement, là, Olivier Ducatillon ? C'est une entreprise qui est dans le Nord, qui est un tissage. Je n'ai pas mandat pour citer son nom, mais on va enquêter. On va enquêter parce que c'est important ce que vous dites. C'est important. On va regarder quand même de près. Quel est l'état justement avant cette crise ? Quel était l'état du textile français ? Vous avez évoqué le Portugal. On sait que le Portugal s'est beaucoup renouvelé. En plus, ils ont des coûts de main d'œuvre évidemment moins chers, 700 € à peu près le salaire minimum. Quel est l'état aujourd'hui du secteur du textile en France ? Est-ce qu'il y a eu relocalisation ? Est-ce que les consommateurs font attention davantage à ce qu'ils achètent, à ce que la maille et les tissus soient français. C'est quoi l'état de votre industrie ? Alors depuis 2015, phénomène assez nouveau, on est en solde positif de création d'emplois. Et le textile était sur une véritable dynamique. Et paradoxalement, on aurait pu penser que le Covid allait mettre un gros coup de frein. Mais non, le Covid a boosté encore ce début de dynamique. Pourquoi ? Parce que les gens ont pris conscience, d'une part avec l'épisode des masques, avec les problèmes de souveraineté dont on nous parle régulièrement, ont pris conscience qu'il était important d'avoir un textile local. Vous savez, aujourd'hui, il y a 95% de produits textiles, de l'habillement et de la maison qui sont importés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un vrai phénomène de relocalisation. Pourquoi ? Parce que le consommateur a changé, parce que l'attitude du consommateur a changé. Il a fait comprendre aux marques qu'à un moment, le consommateur voulait acheter intelligent, voulait qu'il y ait du sens. Et acheter local, acheter français quand la production est faite en France, c'est à la fois un effet bénéfique sur le côté sociétal avec des créations d'emplois, mais un effet bénéfique sur l'impact environnemental. On a un impact environnemental qui est 2 fois meilleur que n'importe quel produit importé quand il est produit en France, parce qu'on a une énergie propre grâce au nucléaire. Et ça, c'est important de le noter, et c'est important de penser que chaque relocalisation, chaque pourcentage regagné, c'est environ 4000 emplois de créés dans notre pays. Ça non plus, on ne peut pas laisser ça dans cet état-là. C'est quand même dommage qu'il y ait eu tout ce mouvement, tout ce booster, et qu'aujourd'hui tout ça soit compromis et remis en cause à cause de la situation de l'énergie. Et il faut vraiment, et j'en appelle de nouveau au pouvoir public, qu'on ne cesse d'interpeller. On ne cesse depuis le mois de juin, juillet, de leur envoyer des exemples, d'envoyer des choses très concrètes. Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que c'est l'Europe qui décide tout. Aujourd'hui, on a besoin de réponses précises. Dans le plan, il y a certes des choses qui ont été décidées qui devraient améliorer. On n'en a pas les contours, on n'a pas encore les pourcentages. On nous l'annonce pour cette semaine, je l'espère. Et on a un besoin aussi très important, c'est qu'on sait qu'il y aura des arrêts de production. C'est inévitable, il y en aura, il y en a déjà, et il y en aura beaucoup plus s'il n'y a rien qui est fait. Et on demande d'avoir une prise en compte d'un chômage partiel type Covid. 90% pris en charge par l'État pour permettre aux entreprises de survivre, de continuer. Si déjà on leur impose d'arrêter leur production, il faut au moins qu'on puisse les laisser survivre en prenant en charge un chômage partiel à 90% type Covid. C'est une demande claire qu'on fait depuis 2 mois et sur laquelle on n'a pas de position claire aujourd'hui. Écoutez, Olivier Ducatillon, on vous promet de relayer ce message auprès du pouvoir public. On devrait recevoir dans quelques jours Olivia Grégoire et on lui fera part de vos demandes qui sont très claires sur le chômage
chômage partiel, sur le gaz, sur le plafonnement. Énergo-intensif pour les tisseurs, les tricoteurs, les ennoblisseurs. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui. Le message est très clair, ils le savent, au ministre de l'Industrie, de l'Économie et des Finances, Olivier Grégoire. Allez-y, et on vous en remercie d'avance de votre soutien. En tout cas, on sent votre passion et on sent votre engagement. Donc merci beaucoup d'avoir été en direct depuis le Nord. Olivier Ducatillon, président de l'Union des industries textiles, à l'antenne de Good Morning Business.